Donc bonjour Serge. Bonjour. Nous sommes ici pour le tome 3 de Masqué. Alors, peux-tu nous dire comment est née cette série? Cette série, elle est née de ma rencontre avec David Chauvel, qui est l'un des éditeurs de scénaristes, qui avait bien aimé La Brigade Chimérique, la BD que j'avais publiée à la Talente sur le thème de la fin des super-héros européens, qui a eu un certain écho. Et donc il est venu, David m'a proposé d'écrire un one-shot chez Delcourt dans la série La Grande Évasion, et puis en apprenant à se connaître, en devenant assez copains, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux intéressés par ce thème, cette espèce d'arlésienne du thème du super-héros français aujourd'hui. Donc on y réfléchissait, et c'est le moment où, sous le président de la République précédent, ont été publiés les résultats du concours du Grand Paris. Et moi qui suis parisien, d'un seul coup, j'ai découvert que ma ville pouvait être éventuellement beaucoup plus grande et beaucoup plus étrange que ce qu'on connaît d'habitude quand on pense à Paris enfermé dans le périphérique. D'un seul coup, ça devenait une métropole avec les gratte-ciels de la Défense, avec des collines, des forêts, des lacs, des vallées, des endroits qu'on ne connaît pas, un plateau entièrement dévolu à la recherche scientifique à Saclay. Enfin bon, il y avait une espèce de réintégration dans l'imaginaire de Paris de tas de choses qu'on considérait plutôt comme des objets américains. En fait, on se rend compte qu'on les a chez nous. Or, ça rejoignait, moi, mon désir de faire revivre la tradition d'avant-guerre, des grands super-héros qui étaient des super-héros littéraires, qui venaient pas de la bande dessinée, comme le Nyctalope, comme Félifax, dont j'avais raconté la fin dans la brigade. Et donc je me suis dit, bah voilà, profitons de l'émergence de Paris Métropole, et essayons de voir si ce décor, qui est d'un seul coup beaucoup plus grand, complexe, étonnant et mystérieux que le celui de Paris qu'on connaît, peut accueillir des personnages super-héros. Donc j'ai réfléchi, mais ça m'a vraiment pas pris longtemps, une ou deux journées. J'ai fait un projet qui a été soumis à Guy Delcourt, qui a dit oui tout de suite, et puis ce projet a été proposé à Stéphane, qui est un grand fan de comics et qui rongeait son frein en fait, en attendant d'avoir l'occasion d'un jour de dessiner des super-héros, qui a dit oui tout de suite, et donc ça s'est fait comme ça. C'est la rencontre entre ce désir de faire revivre la tradition des super-héros parisiens et la percée d'un seul coup du concept de Grand Paris. La rencontre des deux a donné Masqué. Et tu connaissais déjà le travail de Stéphane? De Stéphane, oui, enfin, j'avais feuilleté des albums et je ne le connaissais pas, j'avais rien lu complètement. Donc, et puis je crois qu'il a aussi, il s'est dépassé un peu, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés 2 ou 3 fois avant le début du travail proprement dit. Et c'est lui qui a proposé cette vision graphique du Grand Paris, les gratte-ciels en construction, mais pas aboutis, pas finis. Enfin, c'est lui qui a apporté cet imaginaire-là. Donc finalement, je crois qu'il est aussi en rupture, lui, par rapport à ce qu'il a fait avant, que ce soit Le Sang du Dragon, ou même Acriborea d'ailleurs. Même si ce qu'on fait, c'est techniquement de la SF, là pour le coup, il y a un travail graphique sur l'existant et l'imaginaire mélangés. Voilà, et ça apporte sa marque. Dès le départ, c'était prévu que vous travailliez à l'américaine avec le dessinateur, l'encreur et le coloriste? Oui, il y avait plusieurs raisons à ça. C'est pas une question d'imiter le mode de fonctionnement des studios, c'est plutôt que comme les albums de Masqué se tiennent pas comme des albums franco-belges normaux, c'est-à-dire c'est pas une histoire complète, bouclée, avec éventuellement à suivre. C'était vraiment des épisodes dans un récit plus large. On savait qu'on pouvait pas demander au lecteur, après le tome 1, d'attendre un an avant d'avoir le tome 2. Donc il fallait qu'on aille très très vite. Il fallait qu'on publie tout en un an. On a été un peu décalé, mais enfin en gros en 14 mois on aura quand même publié 4 albums qui forment une histoire complète. Et la condition pour que ça marche, c'était d'aller vite. Donc aller vite, ça voulait dire que Stéphane ne faisait que le crayonner et qu'il fallait effectivement un encreur, un lettreur, un coloriste et quelqu'un même pour faire les couvertures des albums. Qui sont splendides. Donc ce fonctionnement, il répond simplement aux besoins et à la nécessité qui était partie du projet d'aller très très vite et d'avoir les 4 albums très vite disponibles. Alors, quelles ont été vos influences pour le monde des super-héros? Donc, c'est des super-héros littéraires français. Est-ce qu'il y a eu des super-héros américains? Bien sûr, moi j'ai lu les super-héros américains quand j'avais 12-13 ans, je les ai découverts dans Strange. C'est là qu'est née ma passion pour ce type de personnage que je considère comme pratiquement de la mythologie en fait. À la fois ma passion pour eux et en même temps mon étonnement et ma tristesse de voir qu'on n'avait pas la même chose en France. Ce qui m'étonnait toujours, ce qui n'a jamais cessé de m'étonner jusqu'à ce que j'écrive La Brigade pour répondre à
à cette question et mettre fin à cet étonnement. Je sais maintenant pourquoi il n'y a pas de super-héros en France et en Europe d'ailleurs, il n'y en a pas parce que au fond, la victoire provisoire des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale a effondré la catégorie du surhomme comme personnage positif de la fiction européenne. Il y a des surhommes en Europe, mais ce sont des monstres. Voilà. Pour une raison simple, c'est que les nazis avaient placé le surhomme au centre de leur idéologie. Donc je suis à la fois effectivement influencé par les super-héros d'origine, ceux qui m'ont enchanté quand j'étais gosse, que ce soit ceux d'ici ou de la Marvel. Et puis après, évidemment, il y a les grands réformateurs du thème que sont d'un côté Frank Miller avec le Dark Knight, et de l'autre Alan Moore, qui est un authentique génie, avec aussi bien les Watchmen que V pour Vendetta, que son travail sur Swamp Thing, et que tout l'univers ABC qu'il a créé, en particulier Promethea, que je considère comme un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai essayé de mélanger ce qui me semblait être le plus affûté et le plus pointu du travail actuel des créateurs d'envergure sur les super-héros. Warren Ellis aussi, Planetary par exemple, c'est une série qui m'a influencé. Et en même temps, d'appliquer ces techniques à un matériau qui vient, lui, du début du XXe siècle en France, que ce soit Fantomas, Lupin, le Nyctalope, tout cet univers-là. En fait. La grande question de Masqué, au fond, c'est pour ça qu'on a mis le personnage, le hologramme de Fantomas qui surplombe un peu l'histoire. La grande question, c'est quelles sont les conditions à réunir dans l'imaginaire parisien et dans la fiction qui se déroule à Paris pour que de tels personnages puissent revivre à nouveau de manière plausible. Voilà. Le point d'entrée, la liaison entre les deux étant cette extravagante théorie inventée par Guy Debord et les situationnistes dans les années 50 qu'on appelle la psychogéographie. Il y a cette idée qu'une ville, au fond, ce ne sont pas juste des rues, des bâtiments et des plans d'urbanisme, mais aussi les états mentaux et les états d'esprit que les gens qui passent et qui résident là éprouvent en fonction du décor qui les entoure. Si on agrandit ce décor, si on le rend plus étrange, les états d'esprit sont plus étranges aussi et la liberté d'imagination est plus grande aussi. Donc il y a une synthèse entre aussi bien le feuilleton populaire du début du XXe, les récits de super-héros classiques, les récits de super-héros postmodernes, à la Alan Moore ou Warren Ellis, et une certaine théorie intellectuelle française que les Américains appellent French Theory et que j'aime utiliser. Mais vous êtes écrivain aussi. Oui. Est-ce que vous auriez pu développer ce thème dans un roman plus facile dans la bande dessinée? J'aurais pas pu utiliser réellement le thème du super-héros parce que je pense qu'à partir du moment où les Américains se sont emparés à la fin des années 40, ils ont posé une équation. Le super-héros est une icône visuelle. Et c'est très difficile de se passer, de ne pas tenir compte de cette préemption du thème par la bande dessinée. Raconter une histoire de super-héros en littérature, ça existe, ça se fait maintenant de plus en plus souvent. On peut bien sûr explorer des tas de choses sur le thème à travers la littérature, mais il manque la dimension iconique qui, moi, me plaît. En plus, je suis un écrivain qui voit, c'est-à-dire que même quand j'écris de la littérature, je vois les scènes comme si j'étais au cinéma. Et donc, si je pense à un personnage de super-héros, il faut que je le voie. Voilà. Donc, il fallait passer par la bande dessinée. Je pense que si j'avais uniquement traité le thème par la littérature, j'aurais pas abouti au même résultat. Et alors, qu'est-ce qui nous attend dans le tome 4 de Masqué? Alors, dans le tome 4 de Masqué, il nous attend d'abord un album un peu plus long, qui fait 54 pages. Je pense que Stéphane est au sommet de son art, c'est-à-dire que réellement, il y a une espèce de cap qui est franchi en termes de dessin. Il a fait un cheminement qu'on voit sur les 4 albums de l'esthétique franco-belge assez classique à quelque chose qui est réellement du comics européen. C'est assez impressionnant. Le travail sur les couleurs est splendide et dans mon scénario, j'ai essayé de produire un effet de sidération, c'est-à-dire que comme l'écriture a été finalement assez littéraire, c'est moins une série en 4 albums qu'un roman graphique en 4 gros chapitres. Il y a un effet de bouclage, c'est-à-dire on sait finalement ce qu'est le préfet Bourgard, on voit Franck Brafort accepter son destin ou pas, on voit la réaction de la ville qui sombre dans l'émeute, parce que c'est l'histoire d'une émeute urbaine finalement, et de comment un personnage en masque et cape peut surplomber l'émeute et lui donner un sens. Et on voit Paris se poser la question, au fond, frontalement, est-ce qu'on a vraiment envie et besoin d'avoir un super-héros ici? La réponse est dans le tome 4. Autre chose qui est bien Masqué, c'est que on voit la famille de Franck
Et ça amène une autre dimension quand même à l'histoire. Oui, ça amène une dimension à l'histoire. C'est un peu, alors là pour le coup, même si c'est pas du tout autobiographique, mais j'ai moi-même éprouvé par rapport à ma famille un sentiment de marginalité quand j'étais enfant et ado. C'est-à-dire que les choses qui culturellement moi m'intéressaient, la bande dessinée, la science-fiction, ce thème des super-héros, et la certitude que c'était des choses au fond importantes pour la culture contemporaine. Mes parents m'ont jamais interdit du tout de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là, mais c'était des thèmes avec lesquels ils n'avaient aucune affinité. Pour eux, c'était des gens qui étaient très à l'aise dans la culture française classique telle qu'elle existe. Et finalement, le conflit entre Franck et ses parents, il reflète un peu ça aussi, c'est-à-dire le sentiment que pour assumer ce type de fiction, et donc pour lui ce type de destin, il faut s'arracher à sa tradition familiale. Alors lui, il est issu d'une famille de gens formidables qui sont des humanistes, qui vont faire de l'action humanitaire en Afrique, et eux ils considèrent qu'il n'y a pas du tout besoin d'une cape et d'un masque pour faire le bien, pour être un justicier ou pour amener, pour corriger un peu les erreurs que fait l'humanité. Et donc sur ce terrain-là, l'usage de la force, Franck il ne peut pas communiquer avec ses parents, il y a une espèce de rupture, et c'est vrai que ça donne de la profondeur au personnage, ça lui donne un background, et on comprend mieux aussi pourquoi il est comme ça, pourquoi c'est un mec tendu, pourquoi c'est un mec sombre. C'est un type qui a du mal à assumer, parce que et en fait il renie une partie de lui-même pour devenir un super-héros. Et est-ce qu'il est prévu un second cycle Il est prévu un second cycle dont je ne sais pas encore s'il sera en 2, 3, 4 volumes, sans doute 3. Mais on l'exécutera un peu différemment. C'est-à-dire que là, pour le coup, la contrainte de vitesse, à partir du moment où l'univers de Masqué aura été exposé dans ces 4 premiers tomes, on n'est plus contraint d'aller aussi vite, et c'est un soulagement pour Stéphane parce que je pense qu'il a quand même souffert de devoir dessiner autant en un aussi court laps de temps. Donc on va sans doute faire des albums plus longs et les travailler de telle sorte que chaque album, même s'il y aura un cycle, un arc, soit une fin en soi. Voilà. C'est qu'on le lise et qu'on dise ah, j'ai eu une histoire complète qui est satisfaisante, j'ai pas besoin d'attendre la suite pour en jouer. Donc on va commencer, moi je vais commencer à écrire dans 1 ou 2 mois et lui dessinera à partir du printemps. Et la Brigade Chimérique aussi, je crois, non, il n'y a pas un second cycle? Non, il n'y a pas de second cycle, mais il y a un spin-off qui sort en mars, qui s'intitule L'Homme truqué. Dans la Brigade, il ne pouvait pas y avoir de suite parce qu'on raconte la fin d'une histoire. Donc on a commencé par la fin, c'est une trancheté. Et donc là, au contraire, on revient aux sources de l'univers chimérique en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. On choisit d'un court roman de Maurice Renard qui est paru en 1919 et qui raconte l'histoire d'un soldat français qui est aveuglé par un éclat d'obus sur le front et qui est kidnappé par une organisation étrange. On comprend à demi-mot dans l'histoire que ce sont des bolcheviks, qui lui greffe un appareil qui lui permet de voir l'électricité. C'est-à-dire on lui rend pas sa vision normale, mais on lui rend une vision paranormale, enfin scientifique. Il voit l'électricité, donc il ne voit plus les images que nous voyons, il voit les réseaux électriques, les flux sanguins. Et évidemment, c'est un personnage qui peut être un formidable personnage de super-héros, d'autant plus qu'il porte avec lui la mythologie des gueules cassées, du monstre, de l'impossibilité de revenir à la vie civile. Voilà, donc on s'est servi de cette histoire et de ce personnage pour traiter les débuts de l'univers chimérique. Et aussi, c'est une réflexion sur la vision. C'est-à-dire que une des grandes caractéristiques finalement du surhomme, en particulier ceux qu'on a créés, on s'en est rendu compte après, comme le nyctalope, c'est que ce sont des gens qui ne voient pas ce que les autres voient. Eux, ils voient différemment, ils voient dans le noir, ils voient à travers les apparences. Et donc l'album est aussi une réflexion sur la vision, sur l'esthétique. Jess, dans sa tentative de traduire les visions électriques du personnage, fait pratiquement du surréalisme et de la peinture abstraite. Et il y a des planches qui sont splendides, on a l'impression de voir presque des tableaux de Dali. Voilà, donc c'est un travail comme ça qui sort dans 2 mois et on est impatient d'avoir la réaction du public parce que je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai jamais écrites. Et vous reprenez-vous à la bande dessinée, j'ai lu ça, je crois. Parce que vous avez commencé par ça, je crois, non? J'ai commencé à une époque où, 13-14 ans, je ne distinguais pas entre bande dessinée et littérature. C'est-à-dire que je pouvais lire une nouvelle, un roman, une histoire courte en BD, une série. Pour moi, tout était pareil, ça, c'était des histoires. Et donc, quand j'ai commencé à écrire vers 17-18 ans, j'ai publié simultanément des histoires courtes en BD et des nouvelles. Et avec l'intention de faire les deux en fait. Et puis après j'ai arrêté mes études à un moment à 20 ans
pour aller travailler comme libraire au Quartier Latin dans les toutes premières librairies Album. Donc j'étais vraiment très très impliqué dans cet univers-là. J'espérais percer en tant que scénariste. Et curieusement, c'est la littérature qui a marché en premier. C'est-à-dire que j'ai vendu un premier roman, puis un deuxième, et puis on s'est mis à m'en demander d'autres, puis j'ai eu des prix. Et la presse m'a aussi ouvert ses pages. Et du coup, je me suis retrouvé à faire de la littérature à plein temps. Et comme j'avais pas d'occasion d'aller explorer le monde de la bande dessinée, j'en suis resté là pendant une dizaine d'années. Et puis en 2000, Enki Bilal, qui avait bien aimé certains de mes romans, m'a demandé de l'aider à écrire le scénario de Immortel ad vitam, l'adaptation de La Foire aux Immortels, ce qui était un très grand honneur pour moi, parce que c'était une BD que j'avais lue à 13-14 ans, quasiment en transe. Et donc on a fait ce scénario, et du coup je suis revenu par là à la bande dessinée, de façon assez inattendue, par le cinéma. Et quand en 2004-2005 j'ai publié un recueil de nouvelles qui s'intitulait Le Livre des Ombres, c'est Jess qui l'a illustré, il a fait 50 dessins qui se trouvent à l'intérieur. Et mon éditeur, La Talente, m'a dit « mais tu connais Bilal, tu as vu que Jess aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à créer une collection de bandes dessinées à La Talente ?» Et donc c'est comme ça qu'on a créé Flambant Neuf et qu'on a publié La Saison de la Couleuvre, Thomas Lestrange et puis finalement La Brigade qui a vraiment très bien marché. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi c'est un retour à mes premières amours. J'en ai toujours rêvé. Pendant 10 ans ça m'a pas manqué parce que l'écriture était vraiment à plein temps et satisfaisante. Mais après le film avec Bilal, le plaisir de voir les images de ce qu'on écrit transformé en images était très fort et j'avais vraiment très envie de revenir à B, donc je suis ravi de cette expérience. Vous avez d'autres projets en vue là chez Delcourt, il y a plusieurs projets. Bon, donc il y a un album que m'avait commandé David Chauvel, un one-shot dans la série La Grande Évasion, qui est en cours de réalisation, qui je pense sera très très beau. Il y a une série que je fais avec Jess, où on s'intéresse aux origines du nyctalope, c'est-à-dire on reprend le personnage du nyctalope tel qu'il a été inventé en 1911 par son créateur, Jean de Lahire, sous la forme d'une série de romans. Et sans être complètement fidèle au roman, on reste quand même très proche d'eux de façon à raconter la genèse du personnage, parce que on considère au fond que ce personnage du nyctalope c'est le premier vrai super-héros moderne de l'histoire et que c'est vraiment dommage que le grand public ne le connaisse pas sous une forme dessinée. C'est d'autant plus dommage que vraisemblablement les romans ne seront jamais réédités parce qu'ils sont très très mal écrits. Et donc ce personnage échappe à la culture française et le mettre en bande dessinée avec une série à lui, c'est une manière de le signaler. Parallèlement à ça, je fais aussi un roman graphique, mais ce sera dans la collection de comics que crée Delcourt, Comics Fabrique. Un roman graphique en 4 ou 5 tomes avec Stéphane de Caneva, un dessinateur qui a déjà travaillé dans la série 7, sur le thème de la ville de Métropolis. C'est aussi un vieux fantasme que j'ai, un vieux rêve que j'ai. J'ai l'intuition depuis des années d'une histoire que j'avais d'abord envisagée comme roman, et puis finalement je n'ai pas pu l'écrire, c'était trop complexe. Et avec le recul et par le biais de la bande dessinée, c'est une chose que je peux canaliser. Donc il y aura ce roman graphique Métropolis avec Stéphane dans la collection. Voilà. Donc c'est les projets pour l'instant, c'est cela. Bon, mais merci beaucoup pour votre merci à vous. Participation. Merci. Au plaisir. Beaucoup de choses alors.